Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal de 15h dont elles sont les principaux faits. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, participe au 31e sommet de l'Union africaine. Ça se passe en Mauritanie. Et l'heure de vérité pour Angela Merkel sur les migrants. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le 31e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Un sommet axé sur le renforcement de l'intégration économique, de l'autonomie budgétaire de l'Union africaine, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce sommet se tient alors que le continent africain est confronté à un exode massif de sa jeunesse qui cherche à rejoindre l'Europe à la recherche d'une illusoire meilleure vie, au moment même où l'on assiste aussi à un repli identitaire, à une montée en puissance de la xénophobie et du racisme en Europe. Cela est illustré par l'arrivée au pouvoir des partis d'extrême droite en Europe centrale, en Italie notamment. Même si elle ne figure pas à l'ordre du jour officiel du sommet, cette question de l'immigration clandestine vers l'Europe sera pressante, d'autant que les dirigeants européens se réunissent en même temps à Bruxelles pour prendre des mesures dissuasives et mettront en place des centres de rétention et de tri pour refouler vite les réfugiés et demandeurs d'asile. Comme chaque sommet, les dirigeants africains se pencheront sur les crises qui secouent le continent africain, notamment la crise au Sud-Soudan, en Libye, les élections en République démocratique du Congo, le renforcement des forces du G7 au Mali et pour combattre les mouvements djihadistes. Le président français Emmanuel Macron assiste à ce sommet où il sera également question du remplacement de la Canadienne Michaëlle John par la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans l'actualité également, une cérémonie de signature d'accord s'est déroulée aujourd'hui au ministère de l'Équipement et des Transports sous la houlette du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Il s'agit de l'octroi d'un deuxième ferry dans la République de Djibouti. Le ferry servira donc pour le transport maritime entre la capitale et les régions du Nord, comme Zadjoura. La cérémonie de signature d'accord s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Transport et de l'équipement Saïd Nouh et du directeur des affaires maritimes Ali Melah Shaham, du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères Yassine Doualé, ainsi que le directeur de la GK pour la délégation japonaise. Le ministre a tenu à remercier dans son intervention au nom du gouvernement de Djibouti, en particulier les contractions des infrastructures de son ministère qui reste donc le poumon économique. Et donc l'octroi de ce ferry va renforcer notre capacité, a-t-il dit, et incontestablement absorbera la demande constante de la population. Également dans l'actualité image que vous verrez bien sûr dans nos prochaines éditions. Et le ministre qui a poursuivi donc son intervention cette première, donc ce ferry a-t-il dit qu'il n'a pas manqué de rappeler les difficultés auxquelles finissait face à la population le chef de la délégation japonaise. C'est pour sa part féliciter des bonnes relations que tiennent les deux pays, donc à savoir la République de Djibouti et le Japon. Il s'est également félicité que cette acquisition de ce second ferry est validée par le Japon après avoir constaté l'état et les conditions d'exploitation du premier ferry qui a été octroyé en 2009 et qui à ce jour est resté maintenu dans des bonnes conditions. Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ONG l'IA, a organisé une cérémonie de remise de matériel d'autonomisation pour quelques 30 femmes et jeunes filles issues des différents quartiers de la ville, de la capitale, la semaine dernière, au Centre d'action sociale d'autonomisation de la femme, CASAFA. Cette cérémonie a été présidée par Mme Fouzi Ali, directrice du département du ministère de la Femme et de la Famille. Ces matériels sont composés des produits alimentaires qui pourront donc servir aux bénéficiaires à ouvrir leur petite boutique, leur propre boutique. Donc cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du gouvernement qui place l'autonomisation de la femme
au cœur des actions prioritaires du ministère de la Femme et de la Famille. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier la ministre de la Femme et de la Famille pour toutes les actions entreprises en leur faveur. Les différents matériels qui ont été remis sont composés de vivres et des machines à coudre afin qu'elles puissent sortir de la situation de précarité. C'est une première phase de remise de matériel. Ont bénéficié ces matériels les deux communes de la République, à savoir le commune de Blahaus et le commune de Belvala. Donc c'est une première phase qu'on est en train de remettre ces dons de matériel. Inch'Allah, normalement le ministère va remettre à d'autres régions afin qu'elles puissent être autonomes. Hein. C'est pour que ces femmes soient autonomes. Offre de soins et de prothèses, c'est au sein de l'hôpital Chiro de Belbala que le centre d'appareillage orthopédique et de réadaptation accueille une vingtaine de patients chaque jour, et cela depuis son inauguration en mars 2016. Eh bien, en effet, une dizaine de techniciens supérieurs spécialisés en orthopédie apportent quotidiennement leur savoir-faire et leur aide en faveur des personnes handicapées pour leur offrir l'opportunité de remarcher. Reconnu comme étant le centre de référence nationale et régionale en la matière, le centre d'appareillage orthopédique et de réadaptation a octroyé près d'1 millier de prothèses ou attelles pour les personnes handicapées ou ayant une certaine difficulté de se mouvoir normalement. Ce centre orthopédique possède tous les équipements et installations de technologie allemande qui sont nécessaires à toutes les étapes de fabrication des prothèses qui sont conçues et élaborées de façon individuelle aux patients traités. Ces patients reçoivent également un accompagnement psychologique et un suivi personnalisé tout au long du processus de réadaptation engagé pour les aider à obtenir une mobilité presque parfaite. 5 mois après mon amputation, a-t-il dit, un des patients m'a adressé vers ce centre qui m'a bien accueilli et a pris soin de moi. Et durant une semaine, les techniciens supérieurs de ce centre ont fait des relevés de dimensions et des mesures utiles pour confectionner ma prothèse, a-t-il dit. Puis une autre semaine a été nécessaire pour me permettre à réapprendre et m'adapter à la marche en portant cette prothèse. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin des 2 béquilles qui me faisaient horriblement mal et qui ne me permettaient pas de circuler plus de 36 minutes. Alhamdulillah, grâce à Dieu, je marche normalement, a-t-il dit, avec aisance, sans fournir trop d'efforts pour marcher de nouveau. Un technicien du centre apporte des éclaircissements supplémentaires sur les réalisations et les missions du centre d'appareillage orthopédique et de la réadaptation de l'hôpital Chiro à Belbala, qui reçoit même des patients provenant des pays limitrophes. Écoutons les propos de ce technicien du centre. Projet, cadre, nous faisons la formation des techniciens orthopédistes nationaux. Nous enseignons la technologie allemande, mais aussi une technologie adaptée aux conditions climatiques et sociales du pays. Donc nous avons 2 technologies que nous enseignons ici et que nous pratiquons. Ensuite, le centre a été équipé entièrement par de l'équipement allemand, et à partir de là nous pouvons faire une technologie allemande, comme je disais, et tout l'outillage et l'équipement a été importé d'Allemagne. Et donc ce projet va jusqu'en janvier 2019. Nous espérons trouver un accord pour avoir un prolongement. Depuis que nous enregistrons les patients dans ce centre, nous avons consulté à peu près, depuis mars 2016, 980 personnes handicapées. 980. Et parmi elles, nous avons appareillé 450. De mars 2016 à ce jour, nous avons 450 personnes handicapées qui ont reçu un appareillage, soit une prothèse, soit une attelle, soit un corset ou des chaussures orthopédiques. Et en termes de fabrication, nous avons produit 510 appareils orthopédiques. 510 appareils orthopédiques veut dire des prothèses, des orthèses, des corsets, des semelles orthopédiques, des attelles diverses. Hein. Donc 510 depuis l'ouverture de ce centre. Santé toujours, dans le cadre de la lutte antivectorielle contre les mouches et les moustiques, l'Institut national de santé publique de Djibouti vient de lancer une vaste opération
de pulvérisation dans la capitale. L'objectif de ces opérations est de prévenir en amont les flambées de fièvre paludique en éliminant les gîtes larvaires de moustiques et la prolifération des mouches et autres insectes susceptibles de devenir des vecteurs dans la transmission de maladies dans le paludisme. Le service d'hygiène recommande à la population de couvrir tous les récipients durant ces opérations de pulvérisation dans leur quartier et recommande d'éliminer les flaques d'eau stagnantes qui constituent des gîtes larvaires pour les moustiques. Également dans l'actualité, l'Office national des eaux et l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD et la gendarmerie a procédé ce matin à l'interpellation de nombreuses personnes qui n'ont pas respecté les consignes de non-déversement des eaux usées sur les chaussées et voies publiques. Des avertissements ou des convocations pour le paiement d'amendes ont également été déposés auprès de certains restaurateurs et propriétaires d'habitations. Les routes bitumées se dégradent rapidement en raison de ces déversements continuels d'eau sur les chaussées. L'agence djiboutienne des routes se voit concernée et agit de concert avec l'ONEAD. L'ADR est constamment sollicitée pour remettre les routes en état, pour boucher les crevasses ou nids de poules. C'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie urbaine et afin de faciliter la circulation que ces mesures sont prises. L'opération qui a débuté ce matin dans le quartier 6 rue de Zéla va se poursuivre dans tous les quartiers de la capitale. Ces personnes interpellées seront forcées de payer une amende de 7 000 francs au trésor public pour leur irresponsabilité. En cas de refus de paiement de l'amende, elles risquent de se voir déférées devant la justice où l'amende sera plus conséquente et des peines d'emprisonnement de 15 jours ont été prononcées. Et le directeur de l'assainissement nous prévient. Écoutons les propos du directeur de l'assainissement sur ces mesures de rétorsion et de prévention. Intervention donc on aura dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le général de division de l'armée du Royaume du Maroc, le général Abdel Salam Kadali, est en mission de travail à Djibouti et il s'est rendu à l'école militaire interarmée de la région d'Arta. Eh bien, il a été accueilli par le chef du corps de l'école AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Oufsiye et ses proches collaborateurs. C'était présent également par le préfet de la région d'Arta, donc Abdelhadel, qui était présent à cette cérémonie. À ce fait, le général de division de l'armée du Royaume du Maroc a visité les différents endroits de cette école, à savoir les salles de cours équipées des derniers matériels technologiques et les différents endroits dispensés par la formation académique militaire. Par la suite, le chef du corps de l'école AMIA a offert à la délégation militaire marocaine un repas d'honneur auquel ils se sont entretenus principalement. Les relations bilatérales entre les deux armées ont été au cœur du sujet. Et le général du Royaume du Maroc a suggéré son engagement de renforcer les soutiens et les relations entre l'école militaire interarmée d'Arta et les grandes écoles du Royaume du Maroc. Et tout dernièrement, le chef de corps de l'école AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Oufsiye, a offert et un cadeau donc a été offert au général. Et je vous en parlais en début de journal, l'UA, donc l'Union africaine, réforme institutionnelle et lutte anticorruption au programme du sommet de l'Union africaine où le chef de l'État y participe. Ça se passe en Mauritanie. Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Eh bien, comme vous le dites, ce 31e sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement ont fait donc le déplacement pendant 2 jours. Ces présidents vont notamment plonger sur des questions et des réformes initiées pour réduire les lourdeurs bureaucratiques et lutter contre la corruption. Pour le président Paul Kagame, ce sommet de l'Union africaine est l'occasion de faire un point à mi-parcours sur l'état d'avancement des réformes institutionnelles, avec en ligne de mire l'application d'une taxe de 0,2 pour chaque État membre donc sur des produits éligibles afin de rendre l'institution moins dépendante des donateurs extérieurs. Autre chantier de ce thème, de ce sommet, est la lutte contre la corruption. Les chefs d'État devront donc décider s'ils lancent ou non une enquête sur le fonctionnement du Parlement panafricain, sur celui du NEPAD
et sur celui donc du Conseil consultatif de la lutte contre la corruption. Les trois donc structures pour lesquelles les audits ont révélé de nombreux dysfonctionnements. Asma, en marge de ce sommet, l'Union africaine a par ailleurs présenté un plan pour le Sahel. L'organisation cherche donc à mobiliser des fonds pour soutenir l'économie de la région, notamment l'agriculture, la pêche ou encore l'énergie renouvelable. Et en Allemagne, l'heure de vérité pour Angela Merkel sur les migrants. Et oui, Asma, donc le destin politique d'Angela Merkel se décide aujourd'hui, où la direction de l'Union chrétienne socialiste se prononcera sur l'accord trouvé jeudi à Bruxelles entre les dirigeants européens sur la question migratoire. 9 mois après les élections législatives qui ont abouti à l'entrée de l'extrême droite, alternative donc au Bundestag, Angela Merkel doit affronter l'affront du CSU, souvent présenté comme la petite sœur bavaroise de son parti, l'Union chrétienne démocrate, qui exige un durcissement politique, l'asile donc d'Allemands. Donc les deux partis, Asma, conservateurs allemands, sont en lutte depuis 2 semaines, notamment sur la question migratoire. Et jour de vote sur le Mexique. Et oui, Asma, donc après 6 années de présidence de Peña Nieto, les 88 millions d'électeurs pourraient porter leur voix sur Andrés Manuel López, donc un démocrate, donc vétéran de la gauche mexicaine. Il est à la tête d'une coalition dirigée par le mouvement de régénération nationale. Les sondages lui donnent donc pour l'instant 20 points d'avance sur son principal concurrent Ricardo Anaya, 39 ans, le candidat d'une principale donc alliance allant du centre-gauche au centre-droit, enfin donc celui qui se verrait bien le successeur de Peña Nieto, José Antonio Medel, candidat du Parti révolutionnaire institutionnel, une formation politique qui a gouverné sans interruption le Mexique depuis 1929 à 2000. Il pourrait faire les frais d'un désir de renouvellement des promesses non tenues par son prédécesseur qui n'a rien fait pour lutter contre la violence qui continue lors de cette campagne. Et la France a éliminé hier l'Argentine. Et oui, Asma, 4-3. L'Argentine de Lionel Messi a été éliminée hier après-midi de la Coupe du Monde par la France. Donc, les Français ont ouvert les hostilités dès le début des parties avec une accélération à la 11e minute de Mbappé, donc qui a fauché sur la surface de réparation. Le penalty est transformé à la 13e minute de jeu par Antoine Griezmann. La France mène au score 1-0 à la 18e minute. Mbappé accélère encore, il se fait faucher juste à la limite de la surface de réparation. Le tir mal ajusté de Paul Pogba par-dessus donc la barre de transversale. Donc Angel Di Maria, le joueur du Paris Saint-Germain, d'une frappe de gauche envoie le ballon à la 41e minute donc dans la lucarne des cages gardée par Hugo Lloris. 1 but partout. Les deux équipes sont à la pause, un score nul partout de retour de vestiaire. Une déviation d'un tir de Lionel Messi, Asma, donc redonne l'avantage à l'Argentine, 2-1 à la 57e minute. Donc Pavard pour sa première sélection dans les Bleus, donc revient donc faire revenir la France au score, 2 buts partout. Et donc Kylian Mbappé est encore donc illustré à la 64e minute et redonne un ballon renvoyé par la défense adverse d'un contrôle qui s'engouffre entre les deux défenseurs. La France mène donc 3-2. Donc l'Argentine revient et donc la France mène 4-2, mais l'Argentine réussit à réduire le score à 1 minute, donc à la 90e minute, grâce à Juan Agüero. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.